Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, l'émission qui tente de constituer la bande originale de son invité, son score, tout en engageant la conversation sur de multiples sujets, pas toujours bien ordonnés. Et les raisons de se réjouir aujourd'hui sont multiples. Celle-là, par exemple, je vais, pour la première fois depuis les débuts de ce rendez-vous, pouvoir démarrer avec Arctic Monkeys. Bon, en voici une autre. Je me plais à regarder mon invité dans Quotidien partager ses enthousiasmes culturels avec vivacité, précision et moulinet. Les mouvements de ses bras me servent à quantifier le dit enthousiasme. Elle propose aussi en podcast des listes de lecture et propose IRL des cinéma-clubs. Je suis d'ailleurs pas loin de penser qu'elle est elle-même un personnage de film, à mi-chemin entre Hermione Granger et William Miller dans Almost Famous. Et enfin, et surtout, elle vient de publier un remarquable premier roman, Les Vivants, paru chez Stock. Bonjour Ambre Chalumeau. Bonjour Charline, merci beaucoup pour toutes ces rêves prestigieuses. Bah non mais on est d'accord, William Miller, Hermione Granger, on n'est pas très loin. Que des héros personnels, ouais. Voilà. Sache-le, seule mon arthrose m'empêche de moi-même mouliner pour te témoigner mon engouement total pour ce roman. La position d'interviewer, quand habituellement on pose les questions, est-ce qu'on s'y fait ? Terreur absolue, franchement. Ça va bien se passer. C'est gentil. Non, on dit plus ça d'ailleurs. Il faut plus. Mais c'est gentil de me le dire. Non, mais tout le monde, je fais mes premières interviews et merci d'ailleurs de m'inviter. Merci d'en faire partie. Avec grand plaisir. Et tout le monde me donne du coup de genre, mais ça va, toi tu fais ça toute la journée. Et en fait, non, je trouve ça tellement différent entre venir lire quelque chose qu'on a préparé et faire partie d'une équipe, et à l'inverse, devoir répondre du tac au tac, parler de soi, être en son nom propre. Donc non, on est au stade de la terreur encore. C'est un cerveau différent. Ouais, totalement. La place de la musique dans ton quotidien, ta vie, j'entends, pas l'émission. C'est la question rituelle de l'émission, je te la pose. Tout à fait. Présente, peut-être pas autant que les plus grands des acharnés, mais casque sur les oreilles pour n'importe quel trajet, même un trajet très court. Je travaille pas en musique parce que tu parlais de plusieurs cerveaux, j'en ai pas à ce point non plus. Mais j'aime beaucoup ça. J'ai pas tant un rapport de digging acharné comme des amis à moi peuvent avoir. Je suis pas sans cesse dans la découverte et la recherche. Par contre, le rapport doudou à la musique, le rapport refuge, le rapport chaque souvenir à sa BO et chaque émotion à sa playlist, ça pour le coup, Sans suspense, premier titre choisi signé Arctic Monkeys, le titre sous forme de Géopardie. Attention Ambre, la réponse est parce que je suis rarement sobre, Alex. Est-ce que tu l'as ? Parce que je suis rarement sobre, Alex ? Ouais. Why do you only call me when you're high ? Voilà, c'était juste pour deviner le titre. C'est vraiment complètement raté. Non, excuse-moi, désolée, j'étais perdue. Le score sur Radio Nova. Tentative de jeu complètement pourrie. Arctic Monkeys, Why do you only call me when you're high ? La réponse étant car je suis rarement sobre. Alex. Et je rappelle le principe de modération, évidemment. Toujours en compagnie d'Ambre Chalumeau, on parle de ton premier roman, Les Vivants, paru chez Stock. Ils sont trois, ils sont inséparables, amis depuis toujours et amis pour la vie, Simon, Diane, Cora. Mais voilà, Life étant, comme on le sait, une bitch, alors qu'ils s'apprêtent à entamer leur première année post-bac, un virus aussi grave qu'inexplicable plonge Simon dans le coma, un monde s'effondre, un autre se construit dans l'absence. L'histoire se déroule en 2015. La jeunesse du livre remonte précisément à une dizaine d'années, si je ne m'abuse. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait écrire, en fait ? Qu'est-ce qui t'a déclenché ? Le bordel dans la tête, je pense. Parce que cet événement m'est arrivé. Enfin, techniquement, c'est arrivé à mon meilleur ami d'enfance qui, quand j'avais 17 ans, et lui aussi, a chopé un virus absolument rarissime et est tombé dans le coma. Vraiment un truc, tu le mets dans un film, les gens te disent ce n'est pas crédible, ton machin. C'était un petit peu compliqué à gérer. Et très vite, en fait, mon moyen pour mettre de l'ordre dans la chambre bordélique qui était devenue ma tête, ça a été d'en tirer des petites scènes pour mettre les trucs à plat, mettre un peu d'ordre, arriver à en rire aussi. Et vider le tout dans un Google Doc qui n'a fait que s'agrandir au fil du temps. C'est-à-dire que je le refermais. Parfois, j'avais une nouvelle idée, soit de scène, soit de réflexion, soit d'un truc qui m'était arrivé, soit juste d'un jeu de mots pourri. Je rouvrais le Google Doc, je trouvais un moyen de le mettre quelque part, je corrigeais ce que j'avais fait auparavant, je le refermais. Il pouvait se passer 3 mois, 6 mois, 8 mois entre chaque réouverture. Et ça m'a permis de ranger plein de choses. Par exemple, la première fois que je me suis pris un râteau et que j'étais vraiment pitoyable, que j'étais à l'état du concombre de mer, en fait, je pense, en termes d'énergie et d'estime de moi-même, il a fallu que j'arrive à l'évacuer et à en rire. Et j'ai tout balancé ça sur le papier et j'ai attribué ce râteau à un des personnages du livre, par exemple. Donc ça a été ça. Tout ce qui me traversait la tête et que j'avais besoin de digérer, je venais l'ajouter à ce noyau
existant, qui part donc d'un événement réel et qui ensuite n'a été grandi que de fiction et d'imagination et de collage et de choses qui venaient d'ailleurs. Qui dit écriture fragmentée au long des années implique que le regard n'est pas le même à 27 qu'à 17, j'imagine. Comment est-ce que tu as trouvé l'unité ? En repassant dessus, je pense régulièrement. Il y a un truc de couches sédimentaires où à chaque fois que je venais ajouter quelque chose, je regardais aussi là où je l'avais laissé la dernière fois et je venais bouger quelques curseurs. Il y a des passages qui sont quasiment tels que je les ai écrits la première fois. D'autres, à l'inverse, je suis revenue dessus. Je suis contente d'être revenue dessus. Je pense par exemple à un passage qui est un peu une envolée sur le féminisme, qui correspond, moi, à mes différents accès à la pensée féministe, mes différentes découvertes, mes différentes indignations, mes différentes lectures. Et je crois que la première fois que je l'avais écrit, ça a donné un truc qui étaient mes premières impressions. Et je suis très contente que ce soit pas paru tel quel, parce que en le relisant plus tard, je me disais, mon Dieu, mais j'ai tellement évolué sur le sujet depuis. Donc il est bon parfois que les choses ne sortent pas telles qu'on les pense à 18 ans. Et voilà, ça a été un travail de patchwork et de réécriture. Les Vivants, c'est ce qu'on appelle, chez les gens comme moi, affligés de Jean-Claude Van Damme, une coming-of-age story, soit un roman sur le passage à l'âge adulte. C'est un genre en soi. Est-ce que c'est un genre que tu as beaucoup fréquenté, que ce soit en livre ou au ciné ? Oui, je pense énormément, peut-être plus au cinéma qu'en littérature. C'est-à-dire que oui, c'est un fil rouge de littérature, c'est une étagère en soi de littérature, mais très, très gentiment, parfois des gens comparent le livre que j'ai écrit à d'autres romans d'apprentissage, disait-on, back in the days, pour Coming of Age Story, qui vont de l'éducation sentimentale à Bonjour Tristesse. C'est des compliments tout de même sérieux. Je n'ose me mettre à leur niveau, mais c'est vrai que peut-être, et ça c'est assez réjouissant pour le coup, il y a quand même un truc qui est un dénominateur commun universel à tous, quelle que soit notre génération, notre âge, notre personnalité. On a tous connu le bordel que c'est que la sortie de l'enfance. Et on a tous trouvé des moyens d'y faire face, dont de l'écrire. Ça donne des textes parfois tristes, parfois drôles, parfois extrêmement beaux, parfois plus bruts et énervés. Mais c'est marrant de voir que c'est quand même un truc... J'ai un point commun avec Flaubert. Voilà, j'en ai pas 36, mais j'en ai au moins un. Moi, ce qui me plaît infiniment dans le roman, c'est que l'amitié est au centre. C'est pas toujours le lien qu'on met en avant dans les histoires de jeunes gens. Et moi, ça m'a un peu fait penser, pour la douceur et la drôlerie, à un Superbad, tu vois, la potacherie en moins. Je trouve ça hyper intéressant que la relation la plus forte au centre soit l'amitié, ce qui est assez rare. Et peut-être que certaines personnes, et ça c'est peut-être les personnes qui ont eu du mal à pécho, dans lequel je me range avec une grande honnêteté. Je connais ce club. Pardon. Peut-être que oui, l'amitié était quelque chose de plus présent, plus fort et plus tôt que l'amour. Je trouve que c'est quelque chose, j'ai tendance à penser aussi quelque chose de plus immuable. C'est-à-dire que normalement, un pote, c'est celui à qui on vient parler quand on se fait larguer par son mec ou sa meuf. Donc c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui résiste aux différentes aventures amoureuses qu'on peut avoir. J'ai tendance à penser que c'est quelque chose de plus stable, l'amitié. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi La Femme. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. La Femme, It's Time to Wake Up, un titre directement, ironiquement et joliment cité dans Les Vivants, le premier roman d'Ambre Chalumeau. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le roman, les références musicales sont multiples. Est-ce que c'est toujours un bon marqueur du temps ? Je pense, ouais, tout à fait. C'est des bons vortex temporels. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffit de 3 notes. C'est aussi le signe qu'on vieillit. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment par ça que ça va passer. Dit-elle à 27 ans. 27 ans, température ressentie 80. Non, mais par exemple, voilà, moi, je sais que je suis vieille parce que toute ma vie, je dirais Bercy et jamais l'Accor Hotel Arena. Ça, c'est la moindre des choses. Et oui, mais tout de même, c'est un carbone 14 qui va me différencier de pas mal de gens. Et je crois que le coup de vieux du « Ah tiens, cet album a désormais 10 ans le coup dans la nuque que c'est, il est assez spectaculaire. Le tour de force du livre, avec délicatesse, j'entends, c'est d'écrire l'absence en la rendant presque active. Comment est-ce que tu as réussi ce petit miracle ? Déjà, je te remercie beaucoup de l'avoir lu comme ça, car c'est quelque chose auquel je crois. On parlait du pouvoir de l'amitié tout à l'heure. J'ai assez envie de croire que les amis sont des présences actives, même quand ils ne sont pas dans la pièce avec nous. Moi, je sais qu'en tout cas, je l'ai constaté, et que dans l'absence de mon ami, moi, dans la vraie vie, en fait, je me suis retrouvée à lui parler dans ma tête, à avoir une urgence à régler plein de choses avec lui, une envie de lui poser toutes les questions que je n'avais jamais posées. J'imaginais son regard sur mes actions, sur mes choix. Je l'imaginais attendant de moi peut-être un certain courage ou une certaine... Je le trouvais très actif dans ma tête. Et dans ce livre,
Ce que j'ai essayé de retranscrire, c'est l'idée que chacun des personnages, et ils sont nombreux, ils sont différents, va être mis face à une petite quête personnelle qui va être initiée techniquement, logistiquement par l'onde de choc du coma de ce jeune homme, et qu'en fait, il va être un allié et une aide pour chacun et chacune, même dans son absence. Il y a Simon, l'absent, le solaire endormi. Il y a Cora, la belle qui s'ignore parce qu'elle a été abusée. Il y a Diane, cultivée, complexée, vénère et qui va en plus du reste aller se faire broyer en classe prépa. Chapeau bas d'ailleurs pour la description de l'Hippocagne et de sa population. Merci. Un trio le trauma est vif. Ah bah oui. Un trio auquel viennent s'ajouter des parents, un frère, un connard toxique, un ami anonyme. Le livre épouse différents points de vue avec une certaine virtuosité. Pourquoi cette multiplicité des impressions ? Ça a été beaucoup plus spontané pour moi d'écrire à la troisième personne qu'à la première. Je trouve que ça permet, comme je te l'ai expliqué, l'écriture de ce livre avait un peu une valeur d'analyse et d'exutoire. En fait, paradoxalement, écrire non pas à une première personne de journal intime, mais à une troisième personne de personnage, je trouve que ça permet d'être à la fois plus sévère et plus tendre aussi, avec ce qu'on essaye de digérer dedans. Plus d'honnêteté, plus d'analyse. Et d'un pur point de vue d'écriture et de roman, ça permet une omniscience qui permet des bons tricks, des bons gimmicks d'écriture. Il y en a un que j'aime beaucoup lire, par exemple, et que j'ai essayé de reproduire ici avec beaucoup moins de succès et de panache que ceux que j'aime lire ailleurs. Mais c'est par exemple ce procédé d'avoir une même scène racontée par différents points de vue. C'est-à-dire que quand bien même... Chaumont. Voilà, exactement. La meuf se compare à Kurosawa dans une grande détente. Là, on peut avoir un peu d'ambition. Mais voilà, Rashomon, c'est carrément des faits qui changent. Ouais. Là, ça va pas jusque-là. C'est les mêmes faits racontés par 3 points de vue. Et en fait, en bougeant un petit bouton de la console, avec un mot de vocabulaire plutôt qu'un autre, avec une émotion plutôt qu'une autre, cette même scène racontée 3 fois nous renseigne tellement sur les personnages. Ça, c'est un truc que j'aime bien lire et j'ai essayé de le faire. Et c'est aussi ce qui nous rend tous extrêmement connectés, quel que soit l'âge, en fait. On a beau ne plus avoir 17 ans, pour certains depuis 2-3 jours à peine. Je trouve que ça rend les choses assez universelles. Musique, j'ai choisi MGMT et Kids, pour des raisons... Tout à fait, évidentes. Ouais, je sais pas. Et plaisantes. Ouais, allez. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. MGMT sur Nova avec Kids et toujours en compagnie d'Ambre Chalumeau, venue nous parler des Vivants, son premier roman paru chez Stock. Être adulte, non je déconne, ça veut dire que... Ouais, non, ok. Ce que j'ai pas encore précisé à propos de ce roman, c'est que le propos parfois douloureux du livre, tu l'as dit, est contrebalancé par des punchlines de compétition. Au chapitre musique, par exemple, et à propos d'un garçon ambitionnant de faire célèbre par ce biais, tu écris: aux dernières nouvelles, il suit comme de juste la nouvelle mode de la pop française à texte. Il met des chemises en lin, sans col, porte une coupe mulet et vient de publier en ligne un EP guitare sèche où il fait des métaphores sur les femmes et les arbres. Tracklist, juste pour être avec toi. Conifère l'amour. Enfin, si près du but, ode émouvante au rendez-vous manqué, une idée éditoriale forestière qui, diraient les mauvaises langues, colle bien au fait qu'il est con comme un gland. Ambre Chalumeau, toute ressemblance, etc., etc. Tout à fait. Non, en l'occurrence, ouais. Ça me fera jamais pas rire, ce genre de phrase. Je le dis tout de suite. Je te remercie de me suivre sur les jeux de mots de merde, ce qui est une passion personnelle qui engendre parfois pas mal de solitude. Donc c'est toujours génial quand on se reconnaît entre nous. En l'occurrence, le mec qui fait des chansons sur l'amour et les arbres n'existe pas. Mais tout ça fait les suites à une longue envolée rageuse où je parle d'un mec qui suit les modes musicales avec acharnement, qui commence par être baby rocker, qui ensuite connaît une semaine punk avant de devenir pseudo-rappeur. Et ça vient, je pense, de mes années collège où moi, j'ai pas fait partie de l'épicentre de la baby rockerie. Ouais. Déjà parce que je crois que l'épicentre date un petit peu d'avant mes années collège, techniquement, et aussi parce que moi, j'en faisais pas partie, quoi. Je voyais un peu ces bandes, je fantasmais un peu ces bandes d'amis. T'avais pas de frange ? Je n'avais pas de frange. Ça manquait à ma panoplie. Ouais. J'avais pas de potes, surtout. C'est ça le vrai handicap. Je fantasmais un peu ces bandes dont j'avais envie de me moquer, et en même temps, je les jalousais un peu, d'être là, à se vautrer dans des clichés, mais des clichés tellement kiffants, de parler de rock, et d'être là, toujours un peu sourcils froncés, toujours comme s'il y avait des corbeaux qui les suivaient partout. Donc, rageuse, envieuse que j'étais, j'écrivais pareil dans mon petit coin, dans des petites scènes mentales. Ouais. Et c'est devenu cette longue envolée lyrique sur le baby rocker qui n'est pas dénuée de mauvaise foi et d'une certaine jalousie, je dois dire, peut-être. Ceci étant dit, avoir de l'esprit et en faire démonstration, est-ce que c'est la moindre des politesses en cas de tristesse ? Il
Il y a plusieurs choses. C'est vrai que quelqu'un m'a dit que la manière que j'avais de toujours mettre des blagues dans mes moments même de tristesse et de confession, c'était une politesse vis-à-vis du lecteur, de jamais tomber trop dans le pathos et trop dans le moi-moi et trop dans le ouin-ouin, et de toujours essayer de revenir à flot avec un peu d'ironie, un peu de cynisme. C'est vrai que j'ai un réflexe que j'ai souvent, c'est l'humour, c'est aussi une pudeur. Parfois, c'est une pudeur qui dégénère. Et en fait, à trop cacher les choses à l'humour, on n'affronte pas ce qu'il faudrait affronter. C'est un truc à manier avec un bon dosage. Mais oui, il y a une politesse peut-être dans le cynisme et l'humour. Il y a aussi un très très beau paragraphe sur l'angoisse de l'effacement du souvenir. Est-ce que écrire, ça permet d'y remédier? Je pense à ça parce qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps Sabri Loata pour son roman Safari, où il y a aussi toute une partie comme ça de ce qu'est l'angoisse d'oublier la voix de quelqu'un qui n'est plus là, en fait. Totalement. Moi, j'y crois beaucoup, en tout cas. Je suis plutôt une personne nostalgique, ce qui de nouveau est ironique quand on a 12 ans et demi et qu'on commence la vie, mais je crois que je vis beaucoup les moments en ayant déjà la conscience du moment où je m'en souviendrai, où je les regretterai. J'aimerais pouvoir avoir un scrapbook mental où je colle plein de choses, plein d'étiquettes de bière, plein d'images, plein de souvenirs. Enfin, j'aimerais pouvoir collectionner et accumuler. Écrire, c'est une bonne manière de le faire. Ça ne peut pas tout. Par exemple, dans l'écriture, on ne peut pas mettre les sons. Mes grands-parents sont morts. Mon grand-père, qui était le dernier, est mort il n'y a pas longtemps. Il vivait dans une maison dans les montagnes en Savoie. Il était fromager en Savoie, ça ne s'invente pas. Et la porte de la cave faisait un bruit que pour sauver ma vie, et avec tout le vocabulaire d'une IA, je ne pourrais pas décrire, et que j'ai enregistré sur un bout de téléphone, et que je ne saurais jamais décrire, mais que j'aime bien garder. Mais en tout cas, hormis pour ça, écrire est un bon moyen de figer les impressions, beaucoup. Le livre est aussi un journal de quêtes, pluriel, la première étant peut-être la réparation, mais sans injonction de type tête haute, il faut aller bien tout de suite. Tout le monde, dans le roman, j'ai l'impression, en tout cas, s'autorise à toucher le fond. Ce qui est une manière, paraît-il, de remonter derrière. Toucher le fond et en prendre conscience, c'est aussi un wake-up call. On m'a parlé de ce livre comme d'un passage à l'âge adulte. Moi, je pense que le passage à l'âge adulte, ça peut ne pas arriver qu'une fois. Ça peut arriver aussi même adulte. Et je crois que ça arrive même aux personnages adultes du livre. Dès lors qu'on comprend que ce dont on était sûr peut disparaître, que ce qu'on pensait figé peut être révolutionné et peut être repensé, qu'un mariage qu'on pense raté peut être discuté, que quelqu'un qu'on pense avoir pour toute la vie peut disparaître du jour au lendemain. Et en fait, j'ai un peu l'image de quelqu'un qui se réveille d'un songe ou qui se réveille d'une monotonie alanguie et figée et qui d'un coup se rappelle l'urgence de pas perdre de temps, quoi, et de repenser les choses. Une seule des deux affirmations suivantes est exacte. Julian Casablancas est un génie. Julian Casablancas, c'est ce qu'on appelle un bon client en interview. Un indice, le titre qui suit figure sur un album qui, d'après le magazine Rolling Stone, fait partie du top 200 des meilleurs albums du monde. On écoute les Strokes avec Last Night. Le score sur Radio Nova. The Strokes sur Nova avec Last Night, et je suis toujours en compagnie d'Ambre Chalumeau. Et Ambre, j'ai un extrait à te faire écouter. Hey, top 5 songs about death. Alora's dad tribute list. Okay? Okay. Leader of the pack. The guy fucking beefs it on his motorcycle and dies, right? Dead Man's Curve, Jan and Dean. Do you know that right after they recorded that song, Jan himself crashed his... It was Dean, you fucking idiot. It was Jan. It was a long time after this. Okay, whatever. Tell Laura I love her. That would bring the house down. Laura's mom could sing it. High Fidelity, le film de Stephen Frears avec John Cusack et Dieu Jack Black, d'après le roman de Nick Hornby, un roman auquel tu as consacré un épisode du podcast littéraire de Quotidien, Liste de lecture. En quoi celui-là était un roman fondateur ? Je ne l'ai pas choisi au hasard, hein, vraiment. Très bien. Roman fondateur. Roman fondateur parce que, comme précédemment mentionné, et non pas dans un projet d'attirer des apitoiements, mais vraiment par pure honnêteté, quand je l'ai lu, j'étais une jeune nerd solitaire qui avait un peu du mal à trouver des potes qui aimaient autant les musiques de vieux qu'elle et riaient au même truc débile qu'elle, dont les jeux de mots débiles, dont nous avons parlé précédemment. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai l'impression de découvrir que j'étais pas toute seule et qu'en fait peut-être j'étais pas anormale, j'étais juste différente et qu'il existait des gens comme moi et que ces gens pouvaient se réunir entre eux, et notamment la scène qu'on vient d'entendre, moi c'est le genre de scène qui me faisait profondément kiffer parce que c'est donc 3 personnes qui bossent dans une boutique de vinyle et qui passent leur journée à, pardonnez-moi l'expression,
enculer les mouches sur quel solo est le meilleur et quel moment de flûte est le meilleur et à s'engueuler alors qu'ils sont d'accord pour dire que tout est génial. Et voilà, donc à vivre, à réclamer, à imposer une bulle, une oasis où on fait comme si, entre ces 4 murs, la musique est ce qu'il y a de plus important au monde et plus rien d'autre n'existe. Et j'ai eu la chance de faire quelques années plus tard un stage à Radio Nova parmi vous quand j'avais 18 ans. Et j'ai adoré, j'ai fantasmé retrouver ça, quoi. L'idée qu'on a tous un point commun ici, c'est qu'on est tous profondément genre. Il y a cette phrase dans Presque célèbre, un autre film que j'aime beaucoup et que tu citais tout à l'heure, où l'une d'elles dit « Mais vous comprenez pas, les groupies, elles veulent juste coucher avec les musiciens. Nous, on est là parce qu'on sait ce que c'est que d'aimer un petit morceau de musique tellement fort que ça fait mal. » Et cette idée que d'autres gens ressentaient ça. Donc j'ai lu ce livre, ça a été un bonheur. Et il a été fondateur même une deuxième fois, quand je l'ai relu des années plus tard, et que je me suis surprise à changer d'opinion aussi sur les personnages, que celui que je voyais comme un connard céleste qui était dans son bon droit d'être un peu dans sa bulle et un peu nerd, en fait je découvrais qu'il était aussi immature et que peut-être il gagnerait à être plus à l'écoute des autres. Et je trouve que ça m'a fait comprendre que ce qui est génial avec les livres, les vrais bons livres, c'est qu'on les lit et même qu'on les relit. Et peut-être qu'il y a ça avec les disques aussi. On les écoute, on les réécoute. Je sais qu'on peut évoluer avec une discographie. Moi je suis convaincue par exemple qu'il y a une discographie comme celle des Beatles, je trouve qu'on peut grandir dedans. Ma théorie, c'est qu'on commence par aimer les chansons pop du début, les She Loves You, qu'ensuite, ado, on passe dans du Revolver et du Sgt Pepper, et qu'enfin, adulte, on mesure la majesté d'un Abbey Road. J'aime bien l'idée que des œuvres, comme des présences dont on parlait, nous accompagnent, que le dialogue avec elles continue et qu'on grandisse et qu'on en apprenne sans cesse. Pardon, j'ai fait long. Mais pas du tout. Et dans High Fidelity, il y a cette phrase qui me semble pas très très loin de ton roman. On résiste, on veut pas vieillir, pas grandir, pas mourir. C'est très Peter Pan, ça aussi. Bah ouais, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, non ? Ouais, il y a de résistance en tout cas face à un truc qui est très injuste. Plutôt que de résistance, je dirais même de peur. Je crois que le sentiment que j'ai essayé de retranscrire dans le livre et qui m'a beaucoup animée, c'est la peur de grandir, l'impression d'être sur comme ces longs tapis roulants à Montparnasse. Qui te font avancer même si tu restes immobile. On aurait envie de rester immobile, mais non, les choses font que ça avance et on ne sait pas où ça va, et une petite panique. Mais après la peur de grandir, la sensation grisante de réaliser qu'il y a du bon aussi dans le fait de grandir, surtout quand on grandit accompagné, quand on grandit entouré. On parlait de l'amitié tout à l'heure, mais on parlait aussi de la musique. Grandir avec les bons outils, ça aussi c'est un sentiment grisant. Tes passeurs à toi en matière de littérature, ça a été qui ? Parce que tu as désormais un rôle de passeuse. Mes passeurs, je dirais mes parents, non pas sous la forme de dressage, où ils m'auraient dit il faut que tu lises ça, mais juste ils avaient une bibliothèque très bien garnie et j'allais piocher dedans, et quand j'aimais bien quelque chose, ils me conseillaient parfois sur le coup d'après. Donc ils ont été très en retrait mais très aidants. Des amis à eux qui ont joué le rôle un peu de parrain et de marraine. Je pense à une amie de mes parents qui s'appelle Daphné, qui m'offrait énormément de livres et qui vraiment faisait un travail de curation. Elle me disait, voilà, je t'en file 5, tu me diras lequel t'as préféré, comme ça j'affine le coup d'après. Et pareil, un ami à eux qui s'appelle Édouard, qui m'a beaucoup offert de choses. C'est tout ça pour dire que si quand j'étais jeune, j'avais des références peut-être parfois surprenantes pour mon âge, c'est pas du tout que j'étais plus intelligente que quelqu'un d'autre, c'est juste que quelqu'un avait bien su me les vendre, avait su prendre des œuvres du passé et les mettre à ma hauteur, en faisant des comparaisons hasardeuses, en me soulignant ce qu'elles avaient de moderne, en fait, dans leur ancienneté. Et ça, j'y crois vachement. Le pouvoir de la transmission, moi, c'est quelque chose qui a éclairé ma vie, sauvé ma vie, que des gens aient su me transmettre des œuvres. Et c'est l'exercice que je préfère faire aujourd'hui. L'exercice d'admiration, d'enthousiasme, d'agiter les mains, comme tu me vois le faire depuis tout à l'heure, et de dire à quelqu'un... Moi, j'adore cette idée de quand on lit quelque chose et que c'est trop bien et qu'on a juste envie d'aller dans la rue et de crier « Écoutez tous, réveillez-vous, il faut absolument ce truc, il faut absolument écouter cette chanson ». Il y a pas mieux, je trouve. Ouais. Un podcast littéraire qui fonctionne, et c'est le cas en 2025, c'est une dystopie. Ça se salue. Sur ce, nous marquons une courte pause publicitaire. Le score sur Radio Nova. Nova. Toujours en compagnie d'Ambre Chalumeau, venue nous présenter Les Vivants, son premier roman. On a ouvert la conversation à tout un tas d'autres choses. Et Ambre, ton camarade de jeu, Étienne Carbonnier, était il y a peu sur ce fauteuil. Nous avons évidemment parlé de ce show télé à 1 heure de grande écoute, qui est quotidien. J'ai une maîtrise Word, c'est ce qui est écrit sur mon CV, donc je peux facilement faire pomme C, pomme V. Voici donc la question que je lui ai préalablement posée. De plus en plus, la télé ressemble à Dallas, pour prendre vraiment une sorte de référence très récente. Ça, c'est vu de l'extérieur. Dedans, c'est comment ? Est-ce que tu as l'impression parfois d'être dans un truc, tu vois, le côté soap et un peu rouleau compresseur
Alors, il y a des choses différentes. Le côté soap opéra Dallas, ça m'inspire des histoires de rivalité, de guerre interne, de jalousie. Et ça, j'avoue que c'est pas un mensonge. À quotidien, je le constate pas. Vraiment. Dieu sait que les rédactions, parfois, ça peut être un peu des paniers de crabes quand il y a beaucoup de journalistes compétents et peu d'articles à faire. Et il y a un peu un côté guerre interne. Là, à quotidien, je trouve qu'il y a un truc assez sain, qui est qu'on a tous notre couloir de nage, de par notre chronique, qu'on se marche pas les uns sur les autres, qu'on sait qu'on ne prend pas le temps d'antenne de quelqu'un d'autre. Donc, on est plutôt dans une sorte d'entraide. Moi, je pensais à l'extérieur, en fait. Et à l'extérieur... Tu sais que comme c'est scruté partout et qu'il y a un truc ultra concurrentiel, il y a un moment, c'est... Ouais. Alors, autant à l'intérieur, c'est pas Dallas, autant c'est ce truc comme dans les westerns où tu sors un bout de botte et là, piou, 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 donc tu rentres de manière un peu apeurée. Il y a un côté... découvrir le monde de la télé, découvrir une chronique quotidienne, c'est découvrir aussi une certaine forme de haine des gens sur les réseaux sociaux, une immense sévérité. Et à la fois, je trouve ça sain que les gens soient vigilants et sévères avec ce que fait la télé et ce que dit la télé. Vraiment. Mais je trouve qu'il y a aussi parfois une vraie méconnaissance du cahier des charges qui est celui des médias, en termes de rythme, en termes de... Quand on nous accuse de faire des erreurs par fainéantise ou par manque de professionnalisme, alors que c'est juste que c'est des rythmes effrénés et que c'est des passoires qui, malheureusement, parfois laissent passer une faute d'orthographe. Je trouve que les gens, peut-être, n'ont pas cette conscience du cahier des charges. Et aussi, tu découvres quelque chose qui est malheureusement des défauts de l'humanité, c'est-à-dire beaucoup d'hommes qui écrivent des réflexions désobligeantes sur le physique des personnes, beaucoup de haine, gratuité pure. Ouais. Et encore, moi, je m'en tire bien, je fais la culture, mais je sais que les reporters qui brassent des matières politiques, parfois, c'est même compliqué pour eux de déjeuner en terrasse tranquillement, sans qu'il y ait des gens qui viennent leur dire « J'ai pas aimé ce que vous avez dit sur le Covid, vous mentez. J'ai pas aimé ce que vous avez dit sur Mélenchon. J'ai pas aimé ce que vous avez dit sur Le Pen. J'ai pas aimé... » Et là où, quelque part, c'est marrant, quotidien, et pardon, je dis juste ça, mais on se fait souvent accuser d'être partisan politiquement. Mais comme on nous l'accuse de ça dans tous les sens, il y a quelque chose aussi qui montre qu'on tape au centre dès lors que... moi, je sais qu'une fois, je suis arrivée à une soirée et il y avait des gars avinés de toutes parts et l'un d'eux m'a dit que j'étais de droite, l'autre m'a dit que j'étais macroniste, l'autre m'a dit que j'étais une sale gaucho. Donc, et tout est vrai. Donc, du coup, tout est vrai, évidemment. Donc, je les ai vraiment juste réunis dans une cuisine, genre, écoutez, mettez-vous d'accord et vous me direz. Mais voilà, peut-être qu'on tape aussi au centre, mais c'est terrible que le prix de taper au centre, ce soit de susciter des colères de toutes parts. Pour ce qui est de ton couloir à toi, la culture, quand ton animal totem est Daria, est-ce que c'est facile de faire preuve d'allant à une fréquence si régulière ? L'allant, le courage n'est pas forcément ce qui me caractérise, mais en revanche, je suis sauvée par l'enthousiasme réel qui est le mien. On parlait tout à l'heure de l'exercice de transmission, d'admiration. Moi, je trouve que c'est un exercice merveilleux. Et donc, quand bien même, moi, spontanément, je peux être timide parfois et même timide sur mes opinions. Voilà, dès lors que j'ai la chance d'aller montrer de l'enthousiasme pour des choses qu'ils méritent, là, d'un coup, je m'arme de courage. Et je vais sur ce plateau et je hurle et je gesticule et voilà. Et je remplis ce rôle. C'est vraiment une chance. Comme je t'ai vu citer ce personnage à de multiples reprises et que je suis moi-même fan, je ne résiste pas à un dernier extrait. That I can see crying over, but Bambi is a cartoon. You didn't cry when Bambi's mother died? Yes, it was very sad when the guy stopped drawing the deer. J'avais prévenu que le cours de l'interview serait très désordonné, puisque là, on en vient à Chandler de Friends. Bien sûr. Saint Chandler, Maître Chandler, Monsieur Chandler. Monseigneur Chandler. C'est une référence. C'est totalement une référence. Pareil, je pense que quiconque regarde Friends peut pas s'empêcher de choisir son meilleur ami dans la bande, ou son amoureux dans la bande, ou son double dans la bande. Ça peut être le même, d'ailleurs. Qui peut être totalement une même personne qui joue tous les rôles. Moi, je sais que Chandler, ça a été le coup de cœur ultime. Et d'ailleurs, et j'en profite pour passer ce message national, je suis farouchement contre le fait qu'on regarde Friends en VF. Déjà parce qu'on y perd des jeux de mots, mais aussi parce qu'en VF, je trouve que Chandler n'a pas du tout la classe et le panache qu'il peut avoir en VO. Or, moi, en VO, il est mon crush ultime et mon meilleur ami ultime. Et j'adore ses réparties, son cynisme. On parlait tout à l'heure de l'humour comme défense. Lui, c'est quelque chose qu'il dit beaucoup. Il dit qu'il est devenu drôle quand c'est... Je parle de lui comme s'il était vivant. La femme est folle. Il dit beaucoup qu'il est devenu drôle quand ses parents ont divorcé et qu'il a dû trouver un moyen de rire de cette situation absurde. C'est un bon cas d'école. Absolument. Et pour terminer, puisque je crois que c'est le boss de fin dans le Amber Gate, un titre des Wings, ça te va ? Tout à fait. Pour Paul McCartney, évidemment. À fond. Allez. Le score sur Radio Nova.
Wings sur Nova, A Row Through Me. J'ai fait de mon mieux pour la prononciation. C'était excellent. Merci. Je ne savais pas que c'était nationalité anglaise. Moi non plus. C'est fou. Tu parles français sans accent. Tout à fait. C'est dingue. Vraiment. Avant de se quitter, il existe une épreuve. Une rafale de questions sur la musique. Pas de réflexion pour toi. L'impossibilité pour moi de revenir sur tes réponses et te demander de les justifier. On peut pas se mentir. C'est faux. Je jugerai. Quoi qu'il en soit. Et si je dis une connerie, tu arraches les câbles et tu me dis qu'est-ce que c'est que cette connerie. Non, je ris. Je ris ouvertement. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. Allez, le titre qui symbolise le mieux l'enfance pour toi ? La BO des Demoiselles de Rochefort. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. All My Friends, LCD Sound System. Ton hit de karaoké ? Quand on arrive en ville, de Starmania. Pas mal. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Le générique Pokémon, qui motive extrêmement bien. Non mais alors, vraiment, un jour je serai le meilleur dresseur pour se motiver le matin. C'est celui qui a attrapé les tous ? Tout à fait. Ouais, ok, très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Age of Consent, New Order. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Il y en a moult. J'ai des combats. Mes combats de soirée, c'est le Sunlight des Tropiques. Ça, c'est terrible. Et quitte à me faire des ennemis, Sensualité d'Axel Red. Je peux plus l'entendre. Je sais pas. Les gens dansent sur Sensualité ? Les gens la mettent énormément. D'accord. Et qui sont les gens ? Quels gens ? Et vraiment acter de me faire des ennemis. J'avoue que Résiste, France Gall, j'ai du mal. Autant Ella, j'aime beaucoup. Autant Résiste, à danser, je la trouve un peu overrated. Si les gens remuent dessus. Ouais. Les bras, les jambes, tout. Ouais, sauf nous. Ta chanson de comédie musicale préférée ? J'ai pas les Demoiselles de Rochefort, j'en prendre une autre. Dans Grease, la chanson de Rizzo, There Are Worse Things I Could Do. Elle est très très underrated, elle est magnifique. Ah, je m'attendais au tango de Roxane, tu vois. Dans Moulin Rouge, j'ai poncé Moulin Rouge et sa BO. Je sais. Tu es bien renseignée. Je fais partie de cette équipe également. Et le tango de Roxane, pleurer toute ma vie. Terrible. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? En vrai, c'est AC/DC. Ouais. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Très bien. Elle motive énormément aussi. Ouais. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, mais dans les pénibles. Oui, j'entends. Alors depuis quelques jours, et souvent, c'est Zoubizou bisou. Ouais. Et une fois qu'elle y est, elle sort plus. Ouais, c'est fini. C'est imparable. Et c'est encore mieux quand tu as une chanson dans la tête, mais que tu n'en connais pas les paroles. Tu connais donc une phrase que tu te répètes en boucle. Parce que c'est zoubizou bisou, zoubizou bisou, zoubizou bisou, mon Dieu qu'ils sont doux. Ah oui, je l'avais. Mais après, peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ignore, donc c'est ça en boucle. Zoubizou bisou, très bien. Voilà, une formalité. Zoubizou, du coup. Une formalité vraiment remplie très tranquillement. Je rappelle donc que Les Vivants, c'est paru chez Stock et que c'est extrêmement recommandable. Merci mille fois. Que vous voulez. Voilà, je trouve ce roman absolument bouleversant. Merci beaucoup, Charline. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.